Bonjour et bienvenue à la 5e édition en ligne de vos conseils et astuces dans Stracon. Nous avons à nouveau recueilli 4 ou même plus de conseils tout au long de l'année, que nous souhaitons vous présenter. 3 versions étaient à ma disposition pour vous montrer les conseils et astuces. J'utilise à nouveau la version future de 2025, mais bien sûr, vous pouvez, comme d'habitude, tout suivre sur votre version actuelle ou même sur des versions plus anciennes. Cette année encore, j'ai le soutien de collègues sympathiques, cette fois-ci, même en 2 versions. Alors commençons tout de suite. Grand écran et c'est parti. Le premier exemple provient d'un séminaire personnalisé du début de l'année, présenté ici sous une forme légèrement modifiée et simplifiée. Mais j'ai ici quelques éléments que je souhaite vous montrer à ce sujet. D'une part, des questions qui sont apparues lors du séminaire et qui pourraient intéresser tout le monde. Et d'autre part, quelques autres exemples ont été intégrés ici, ce qui nous permettra de nous concentrer d'abord sur ce mini-projet et d'explorer différents aspects. L'un des sujets abordés lors du séminaire était en quelque sorte la question controversée, ne serais-je pas finalement plus rapide en 2D qu'en 3D? Les utilisateurs venaient d'un logiciel 2D et étaient habitués à cette méthode. Il s'agissait de la couche de propreté sous la dalle de sol et sous les fondations. Ils ont alors affirmé, en 2D, je vais beaucoup plus vite. Je ne sais pas comment cela fonctionnait dans un autre programme, mais bien sûr, cela est également possible dans Stracon. Je peux simplement dire ici que j'ai une représentation en 2D, cliquez sur la ligne, puis cliquez à nouveau au centre de la ligne pour entrer, par exemple, une parallèle à 5 cm. C'est très rapide, donc je peux aussi le faire ici, peut-être de manière un peu inhabituelle, mais juste pour le montrer brièvement. Donc, d'abord, je crée simplement des parallèles à cela. La plupart d'entre vous savent probablement qu'il existe encore une autre méthode, et nous allons également les examiner brièvement. Et ensuite, je peux ici, grâce au Smart Click, relier les extrémités des lignes pour connecter les différentes lignes entre elles. C'est une méthode, et ensuite, bien sûr, je peux aussi ajouter le hachurage. Je vais supprimer ce tracé de ligne parallèle ici pour en montrer un autre, dans la section des lignes. Ou, si je clique avec Smart Click sur une ligne, il existe une option dans le menu modifié qui permet de connecter les éléments. Je peux alors directement demander de créer une parallèle, sans connecter l'élément original. Ensuite, je souhaite créer une parallèle pour cet élément, où je peux également choisir le stylo et le type de ligne, puis indiquer « Créer une parallèle à cet élément à une distance de 5 cm ». Pour le deuxième élément, je fais de même, une parallèle, en utilisant le même stylo et le même type de ligne. Je sélectionne l'élément et, ici aussi, j'indique une distance de 5 cm. Les parallèles sont alors directement reliées entre elles. Enfin, pour le premier élément, je désactive l'option de parallèle et je dis, cet élément doit être connecté à une parallèle de cet élément avec une parallèle de cet élément, et cet élément avec une parallèle de cet élément. C'est donc la deuxième façon, puis nous examinerons les possibilités dans l'autre section, car c'est là que je dois le faire aussi. Encore une fois, je fais juste un parallèle ici à une distance de 5 cm via Smart Click et dans la fonction parallèle elle-même à l'intérieur des lignes, je peux également dire que je ne veux pas seulement créer le parallèle à un élément, mais à une ligne et cela fonctionne. Puis encore un virage plus rapide et alors je peux collecter cette ligne ici, je peux dire, chercher tout, parce qu'il n'y a que des éléments dedans, la même chose sort, que ce soit tout élément, puis m'arrêter, dire que je veux créer un parallèle à une distance de 5 cm. Bon et puis les hachures pour ma couche de propreté sont toujours manquantes. D'une part, si je n'ai mis qu'une ligne en dessous ici, je peux y aller avec des points individuels, parce que je ne veux pas du tout avoir de ligne là-bas. Ensuite, nous le ferons ici directement et au milieu, je veux juste passer automatiquement et commencer la ligne là-bas et la zone sera trouvée et hachurée. Ensuite, nous le faisons ici et sur les points individuels, ces deux domaines, oui et cela va relativement vite, bien sûr, mais vous devez aussi savoir qu'à chaque coupe supplémentaire, coupe de détail, dans l'autre sens, je dois le refaire et puis la question était, oui, je comprends.
C'est vraiment plus rapide en 3D et nous regarderons simplement un cube et si nous regardons l'ensemble d'en bas, alors bien sûr, nous avons notre bord inférieur de la dalle de sol et les fondations et c'est juste une chose simple à dire dans le cube, dans l'onglet Objet. Il y a une fonction extrusion objet et là je choisis un matériau, qui apporte aussi les hachures directement avec lui, c'est déjà une histoire et ensuite je peux dire s'il vous plaît faites une valeur fixe de 5 cm et ensuite je conduis ici une fois sous le fondation en dessous et j'ai immédiatement ma couche de propreté en dessous et si je rassemble les surfaces ici maintenant, à savoir une fois la zone, puis je tourne un peu ici vers ceci et cela et enfin celle-ci, alors je viens de créer ma couche de propreté complètement en quelques clics. Sous ma fondation, sous ma dalle de sol et puis bien sûr, je n'ai qu'à dire dans le plan, mettre à jour toutes les vues 3D et nous avons déjà la couche de propreté en dessous, était maintenant ici avec un réglage différent de l'angle de hachure, mais laissé sans réponse. Si je le change dans la gestion du matériel, alors bien sûr il change à nouveau directement et maintenant l'utilisateur enclin peut dire, mais je ne veux pas avoir une ligne ici avec la base en bande et si vous le voulez de cette façon et que c'était sur le plan de l'utilisateur, alors je peux. Oui, aller aussi dans la vue 3D et via la correction individuellement libre ou via C, mais ensuite il voit quand j'y arrive, alors c'est la vue 3D complète et il y a toujours la possibilité de passer en correction individuellement librement à un élément partiel où ils peuvent le faire. Faire le tout directement avec la touche Alt enfoncée sur une seule ligne, puis ils disent ici Stop, je ne veux pas faire ce traçage et la vue conserve que oui, l'élément de partie reste activé, puis je peux le faire pour ces éléments. Si je le veux ainsi, alors je peux aussi le faire en 3D par la suite et ce n'est qu'une correction unique et, rétrospectivement, tout sera conservé ainsi. Si cela devait être affiché de cette façon, peut-être que les lignes ne vous dérangeront pas du tout et qu'à mon avis, nous avons emballé la couche de propreté en dessous beaucoup plus rapidement, l'avons affiché dans toutes les vues et, surtout, l'avons affiché directement dans toutes les vues futures. Un autre sujet du séminaire était l'entrée du mur et ici aussi la structure du mur, que nous pouvons voir ici. Nous avons plusieurs couches ici et aussi une couche isoKM ici et là se posait la question, comment puis-je réguler au mieux cela en 3D et nous pouvons le faire avec notre mur et là vient le premier petit conseil, si vous ne l'aimez pas. C'est le modèle passe toujours directement à la vue de dessus. Si vous entrez des murs, nous le spécifions par défaut, mais il y a l'interrupteur ici qui dit directement vue en plan planaire activé et désactivé. Cela signifie qu'une fois que vous l'avez désactivé, cela ne se reproduit plus. Vous êtes alors immédiatement dans la vue fixe ici, que vous pouvez également voir à partir du cube, qui peut également être désactivé à nouveau avec la touche E, mais si vous le désactivez via cet interrupteur ici, cela ne se produit plus si vous entrez dans la fonction mur. Cela signifie qu'un pourboire de l'année dernière ne fonctionne plus. Si vous passez rapidement à la vue de dessus, il suffit d'appuyer sur la touche W pour le mur et l'échappement, car nous l'avons maintenant désactivé, mais je vous ai également donné une deuxième option l'année dernière, à savoir la touche C pour créer une coupe. Là aussi, je passe automatiquement à la vue de dessus et si j'appuie très rapidement sur Échappe, je suis dans la vue de dessus de la manière la plus rapide sans avoir à cliquer spécifiquement sur le cube. D'accord, c'est d'ailleurs. Mais il s'agit de ce mur ici. Si nous examinons cela également dans la représentation texturée, nous voyons ici qu'il s'agit d'une maçonnerie de façade, d'une isolation, et en bas, cette couche de propreté. La question était de savoir comment je peux le faire de manière optimale via l'entrée de mur, et cela fonctionne en effet dans l'entrée de mur grâce à des profils préparés. Je voulais jeter un coup d'œil avec vous pour voir comment on peut le faire de manière optimale.
D'une part, je peux créer moi-même un tel profil. Nous donnons quelques exemples, mais si nous allons créer des profils dans l'éditeur, je trouve cela plus facile là-bas, alors je peux vraiment entrer mon profil dans le panneau 2D et si j'ai ensuite appuyé sur Créer dans l'éditeur, alors nous avons la possibilité de créer un profil mural ici. Entrée. C'est ce que nous voulons faire maintenant, puis cela se retrouve dans la bonne administration et j'ai la possibilité d'ajouter des dimensions et ensuite nous pouvons dire, je veux le faire sans le modèle, c'est-à-dire directement dans cet éditeur 2D et c'est là que nous nous retrouvons. Je peux maintenant créer mes propres profils en disant simplement que je veux créer des objets, par exemple un rectangle, puis je peux entrer la première couche de mon mur, commencer ici en bas et maintenant spécifier simplement une épaisseur de paroi de 25 cm et une hauteur de 280 cm. Ce serait ma première couche et je peux aussi donner un matériau directement, je peux aussi le faire après, mais vous pouvez déjà le faire, alors ce sera vert, clic droit, première couche terminée. Si vous voulez en faire un autre devant, alors vous devez mettre un rectangle devant lui, même s'il s'accroche directement dessus et que vous pourriez penser que je pourrais le tuer avec 3 lignes, vous devriez également mettre un rectangle devant, afin que j'ai suffisamment d'éléments pour mon profil, ce que je veux créer devant. Ensuite, je peux simplement le faire ici maintenant et je le rendrai libre pour mon prochain rectangle, puis je pourrai lui attribuer à nouveau un matériau, par exemple une isolation, puis nous ferons le suivant, puis nous aurons 3 couches et ici aussi, il suffit de le rendre libre. Bien sûr, vous pouvez le faire directement avec des valeurs correctes. Peut-être que vous devriez aussi être correctement suggéré avec cela, mais ce n'est tout simplement pas absolument nécessaire. Et je pourrais maintenant dire matériel, j'aimerais mettre des briques pleines devant et ensuite j'ai ma troisième couche. Je pourrais déjà l'enregistrer en tant que profil et j'aurai mon profil mural avec ces valeurs, qui sont certes maintenant au moins une fois ou pour 2 couches au moins simplement montées librement, mais bien sûr, nous voulons couvrir cela avec des mesures et nous avons donc la possibilité de créer des dimensions ici et je pourrais. Maintenant, je vais juste prendre la couche 1, la couche 2, la couche 3, une comme première mesure, puis je peux dire ici dans quelle direction elle doit être réglable. Cela devrait maintenant être réglable à partir d'ici dans la bonne direction et il suffit de mettre la première mesure ici. Peut-être qu'il me semble très grand, alors je peux le réduire un peu sur la hauteur ici, afin que les mesures ne me submergent pas tout de suite et j'ai alors ma première mesure. Ensuite, je donne un nom à la couche 2, qui me sera proposée plus tard. Tout ce qui a un nom m'est également proposé lors de l'installation et ensuite on fait la couche 3 et celle de la hala. Donc, si je devais l'utiliser maintenant et changer la couche 1 par la suite, alors la couche 2 n'y serait plus attachée et c'est pourquoi il y a toujours la petite astuce de dire que je veux créer une mesure dans la direction X sans nom et simplement mettre ici maintenant. Une telle mesure 0 entre les deux est aussi ici et puis ils se collent l'un à l'autre. Oui, je n'ai rien fait d'autre pour le mur avec la couche de Kim, on va regarder l'ensemble différemment, c'était juste un petit exemple dans cet éditeur, mais je peux aussi ouvrir directement des profils existants, je ne veux pas garder ça et il y a, par exemple, mon mur de maçonnerie ici. Plus de coquilles ici qui fait 2024, j'ai un extra que j'ai nommé extra et si nous l'ouvrons, nous avons quelques mesures supplémentaires ici parce que bien sûr, nous avons aussi la hauteur de la couche de visée arrière ici et encore 0 mesure que la couche suivante y sera attachée. Ce bloc. J'ai entré une hauteur totale ici, j'ai différentes hauteurs différentielles ici et tout ce qui a un nom comme dit arrive également dans mon mur, que j'installe avec et nous pouvons simplement le faire à nouveau en disant dans mon mur, je veux maintenant sélectionner un profil. Nous avons donc notre mur standard sur le crochet et si je le sélectionne maintenant exactement, alors nous voyons le mur que nous avons créé et que nous venons de voir dans l'éditeur et avons donné nos valeurs ici avec un nom et maintenant je peux simplement commencer ici par exemple mon muret.
Je vois que ce n'est pas la bonne direction et je peux toujours refléter un tel profil autour de l'axe Y, puis je peux entrer dans mon mur une fois jusqu'à la fin. Je n'ai fait qu'un seul mouvement et ensuite nous y avons ajouté ce mur. Ils sont également reliés en couches et je peux donc ensuite installer un tel mur multicouche avec ce type de mur et même une couche de traction en hauteur, le créer et l'installer moi-même en tant que profilé. Maintenant, nous venons de changer la couleur de la vue et il y a aussi plusieurs possibilités, avec le mur, par exemple, il arrive que si vous entrez dans un mur, le type de pièce support est également défini par défaut, ce n'est bien sûr pas le par défaut mais le. Mais quelque chose comme ça peut arriver, que ce soit avec le mur ou avec le cuboïde, si vous modélisez quelque chose là-bas, le type de pièce peut être erroné et cela peut être vérifié très rapidement, à savoir que le moyen le plus simple est via la vue et la couleur, car nous devons. Peut également différencier selon le type de pièce, en ce qui concerne la couleur. Les couleurs proviennent maintenant de la gestion du type de pièce, mais bien sûr, vous pouvez voir directement, il peut y avoir quelque chose d'incorrect, à savoir une fois avec le mur et aussi avec les deux murs ici, si nous les regardons dans les données d'objets communes, alors nous avons le support de type de pièce, avec le même bleu que ce support et si nous le remettons maintenant au mur, vous pouvez également taper WA en haut, puis nous avons le mur rapidement en accès et si je le confirme maintenant et le désélectionne à nouveau, alors les murs ont tous la même couleur, c'est-à-dire que nous y avons. Attribuer les bons types d'articles ou au moins le même type d'article et pourrait bien sûr toujours regarder dans la gestion des types d'articles pour voir quelles couleurs sont stockées pour quel type d'article. Là, nous avons notre gestion du type de pièce et il y a la couleur pour la 3D et si nous cherchons un mur ici, alors c'est juste ce jaune choisi, ce que nous venons de voir sur le support juste ce bleu. Ainsi, vous pouvez facilement vérifier à nouveau si tout a le bon type de pièce, car si je le remets plus tard, par exemple, nous y reviendrons tout de suite, comme IFC par exemple, alors bien sûr le type de pièce est également réglementé, dans quelle classe IFC les objets vont et en conséquence. Bien sûr, il doit être pris correctement. Oui, nous revenons à un autre écran avec la touche Y et nous abordons le sujet de ce qui s'est passé dans notre groupe de travail sur le bâtiment et le génie civil. Il y avait la question de savoir comment faire en sorte que les objets d'impression que j'ai intégrés dans le modèle soient peut-être exclus de l'exportation IFC. Nous avons quelques petits objets en caractère ici et nous jetons également un coup d'œil rapide à l'exportation IFC, car nous arrivons aussi directement à une autre histoire, comme je peux le voir ici sur la base de la structure de mon projet. Allons-y maintenant, alors enregistrer sous, puis je veux l'enregistrer en tant que fichier IFC. Je l'ai déjà fait ici. Je l'écrase à nouveau, puis je le distribue, puis je reçois un message ici, 11 objets ne sont pas attribués à un niveau de projet et ne sont donc pas sortis et il existe déjà la solution pour changer cela par la suite, à savoir sélectionner via des objets sans affectation de calque, puis je peux attribuer une couche par la suite et cela peut bien sûr arriver si j'annule l'exportation, si je modélise simplement sans faire attention à ce qui est défini ici dans la structure du projet. Cela signifie que nous pouvons maintenant dire ici, avec un clic droit, je voudrais soit les mettre en surbrillance, soit sélectionner directement ces objets qui ont été créés sans ordre, puis ce sont ces objets et ils à leur tour, je peux alors parce qu'ils sont maintenant sélectionnés directement ici, mon correct. Attribuer le niveau du projet maintenant, nous voyons, mais si nous regardons d'en bas, il y a aussi une couche de propreté, ce qui signifie que cela ne m'aide pas tellement dans ce cas. Je devrais alors le faire individuellement, c'est-à-dire que si nous sélectionnons maintenant les murs ici, alors nous n'avons que 3 objets et je peux ensuite les attribuer au niveau du rez-de-chaussée, ajouter une sélection à la couche, puis je peux regarder à nouveau,
via le menu contextuel ici, combien sont encore sélectionnés. Il en reste 8, ce ne sont que mes objets de la couche de propreté et je peux ensuite les attribuer à ma fondation par la suite et alors nous n'avons plus ce problème et si je reviens à l'export maintenant alors je ne reçois plus de message peut bien sûr écraser car. Je l'avais déjà et puis je le regarde aussi parce que j'ai ici dans mon dossier tu exemple client mon modèle sur le FC Viewer on reparlera plus tard. Je vais utiliser la vision BIM ici et nous voyons que nous avons tous les objets là-bas. Cela ne se serait pas produit si je n'avais pas fait cette affectation de projet, car alors exactement ces objets ne seraient vraiment pas arrivés du tout et nous voyons ici que nos objets d'expansion sont également inclus, parce que je n'ai rien fait avec eux et jetons un coup d'œil à cela maintenant. Il est possible que je double-clique sur ces trois objets, l'objet déclencheur ici avec la touche CTRL enfoncée et ceci ici comme un double-clic avec la touche CTRL enfoncée, que je dise à ces trois objets, vous êtes des objets de détail, s'il vous plaît. Si je fais cela, cela ne fait aucune différence pour mon modèle. J'ai maintenant réglé l'interrupteur objet de détail et cela ressemble exactement à ceci dans mon modèle. Mais j'ai maintenant la possibilité de cacher ces objets aussi et nous pouvons déjà voir ici que les objets de déduction qui sont désactivés en tant qu'objets de détail peuvent également être utilisés dans mon modèle ici pour simplement faire le trou et en conséquence cela se produit et c'était le sens et le but et le souhait dans le groupe de travail que j'ai. On peut dire que vous ne serez pas inclus dans le fichier IFC, et ensuite, regardons cela rapidement encore une fois. Ici, nous avons notre fichier IFC, mais sans cette ouverture, car il s'agit d'un objet de détail, et un objet de détail éteint, il n'arrive pas à l'exportation IFC. Nous resterons un peu plus longtemps dans ce modèle et voudrions nous consacrer ici à l'étiquetage. Je voudrais créer un objet de déplacement ici sous la forme d'un cuboïde avec un certain matériau et aussi un type de pièce, car l'étiquette est également déterminée par le type de pièce, et j'ai créé un linteau de type de pièce ici. Cela signifie que je veux juste aller à 20 cm d'ici, 20 cm de support ici, puis à l'épaisseur de la paroi et enfin juste pour fixer une hauteur pour déterminer ma première chute ici. Je vais juste modéliser le deuxième ici maintenant. Épaisseur de paroi de 20 cm et à nouveau de 20 cm et 20 cm de hauteur. J'ai donc maintenant mes deux chutes et si nous les regardons dans notre plan, bien sûr dans la zone 3D de notre section longitudinale, alors je peux le mettre à jour, bien que je puisse également les mettre à jour tous directement, puis nous avons notre carrossage ici et bien sûr, nous pouvons travailler ici dessus. La vue 3D suppose que vous avez essentiellement une étiquette pour les objets 3D. Je peux le faire ici dans les paramètres ou, bien sûr, je peux également activer l'étiquetage des objets directement en tant que correction ici et avoir certains paramètres pour le peut dire oui, puis j'ai utilisé mon modèle Sturs directement, que nous voulons examiner tout de suite. Et bien sûr, ne déplacez pas toute la vue maintenant, mais déplacez le texte, je le mets simplement au milieu du linteau et ensuite j'ai LABAH 141 à 17,5 à 20 cm. Ok jusqu'à présent tout va bien, alors nous ferons de même avec l'autre linteau. Je ne le vois pas encore ici. Je corrige donc la boîte d'édition pour qu'elle se penche également sur cet automne. Extruder sur des surfaces à partir de 5 cm encore fixées, extruder sur des surfaces de là jusqu'à derrière le mur et si je confirme cela avec OK, nous avons déjà activé l'étiquetage ici aussi, il était toujours dedans et voyez ici, si nous enfonçons maintenant le texte si bien au milieu.
que nous avons de 17,5 à 141 à 20 ici. C'est-à-dire que nous semblons avoir échangé la longueur et la largeur ici. Pourquoi? Nous venons de jeter un coup d'œil au modèle d'étiquette et avons déjà choisi notre modèle d'étiquette Sturs. Bien sûr, vous pouvez toujours dire ici, pour tous les types de pièces, une certaine étiquette doit être choisie, parce que je n'ai rien déposé et pour exactement les parties de l'automne, j'ai déposé que nous voulons et je vais juste l'agrandir pour que vous puissiez le voir, 14 que nous pouvons utiliser le. Le texte est tombé de L à B à H, puis les valeurs profil 8, profil height et lente et j'ai également spécifié l'unité ici et j'ai supprimé l'unité ici via le petit caractère. Ici et ici avec la largeur et la hauteur et à la fin, j'ai dit d'utiliser des centimètres ici aussi, mais s'il vous plaît, écrivez l'unité. En conséquence, notre texte a été écrit de cette manière et nous voyons ici que des valeurs sont retirées de l'objet, à savoir la largeur, la hauteur et la longitude et si nous regardons nos linteaux dans notre modèle ou peut-être les avons déjà vus lors de la création. Alors à la première direction est toujours la direction X, la deuxième la direction Y, la troisième la direction Z. Cela signifie que si vous voulez simplement modéliser un tel cuboïde ici, absolument et non comme une copie ou l'insérer en tant que composant flexible, vous devez vous assurer que la bonne direction est toujours donnée ici aussi. Je peux soit le faire en implémentant le système de coordonnées, soit en définissant un système de coordonnées locales, soit en disant simplement, pourquoi ne pas rendre la boîte parallèle au non-axe et ensuite je peux dire, je veux recommencer ici, 20 cm, puis je veux d'abord entrer dans l'axe Y, puis dans la largeur. Bien sûr, je dois m'assurer de garder la direction de mon axe X, d'appuyer sur la touche B, de prendre la largeur, puis d'entrer à nouveau mes 20 cm comme hauteur Z. Bien sûr, cela devrait également être déplacé, ce que j'ai oublié, donc je peux le faire par la suite via les données de l'objet et dire que vous êtes un objet de déplacement. D'accord, revenons au plan et si nous mettons à jour notre point de vue ici maintenant, alors nous avons également notre bonne valeur ici. Cependant, avec la mauvaise hauteur de texte qui vient d'être attribuée, mais nous ne nous en soucions pas maintenant. Je l'avais confirmé. Cela signifie bien sûr que le modèle prend maintenant aussi cette hauteur de texte, mais nous avons à nouveau notre longueur, notre largeur et notre hauteur. Nous revenons dans la maquette et montrons tout à nouveau. Décalez H et regardez ici au plafond et voyez que nous avons des bandes de cheville ici. Nous revenons au sujet des objets de détail. C'est ainsi qu'ils sont créés, que ces tiges ici sont des objets de détail. Oui, et aussi dans le projet client, ces bandes de cheville ont été distribuées dans le plafond autour du support et lors de notre réunion d'utilisateurs Meet and Greet en novembre, la question a également été posée à l'un de nos chefs de produit et il me l'a transmise à nouveau et il s'agit de ce qui suit. D'une part, je peux bien sûr installer une pièce intégrée ici, ce n'est pas le problème, mais bien sûr je veux la répartir autour de ce support et il y a maintenant un peu question de savoir comment le faire de la manière la plus simple. D'une part, bien sûr, je peux prendre cette partie intégrée et j'ai pu avoir l'idée de travailler en copiant, mais je ne peux le faire tourner que par pas de 90 degrés de manière rapide et c'est pourquoi vous pouvez le faire directement en tournant, car vous pouvez également y copier. Et là, je peux simplement entrer n'importe quel angle et en conséquence, je peux maintenant simplement dire ici je veux prendre le centre de mon support et si l'axe de rotation doit aller exactement dans l'écran, alors en bas, il est également indiqué clic droit axe défini perpendiculaire à l'écran, que ce soit un clic droit ou entrée, c'est dans ce cas. Cela n'a pas d'importance du tout et puis je prends le point à tourner et spécifie 45 degrés comme sens de rotation. Dans le plan du client, il était maintenant vrai que cette partie intégrée se trouvait exactement dans le coin du support, donc je pouvais toujours aller ici et dire, je vais le déplacer et je peux utiliser à nouveau la touche B ici. J'attrape un point, puis je vais ici au point suivant, au boulon suivant et j'appuie sur la touche B, puis je peux soit le déplacer d'une valeur, soit de pi fois l'œil,
je vais faire 5 cm ici, cette partie d'installation. Et puis encore une fois, j'y vais et je récupère les deux pièces intégrées et je repasse sur le tournage. Au fait, la touche R et je peux aussi dire ici encore des copies et 3 pièces au centre, encore un clic droit puis tourner à nouveau dans le point et puis je donne 90 ici. Juste dedans, puis j'ai bien distribué mes bandes de cheville. Eh bien, lors de la réunion des utilisateurs, la question était de savoir comment faire pour qu'ils soient réinstallés dans mon projet ou même dans un autre projet de la même manière. Bien sûr, si je l'ai à nouveau dans ce plafond, je peux saisir ces composants, puis je devrais éteindre à nouveau le support, puis le copier d'un point à un autre et je peux bien sûr aussi l'emmener dans le presse-papier, CTRL+C, puis sur le. Il est préférable de copier dans le projet interne, c'est-à-dire dans celui du projet actuel, afin que les parties intégrées restent vraiment des pièces intégrées. Ou je le ferai pour toujours et à jamais et je prendrai ces composants, ces pièces intégrées et j'enregistrerai cette sélection de plusieurs pièces intégrées, parfois en tant que pièces intégrées, mais en tant que groupe de pièces intégrées, puis je pourrai simplement les installer encore et encore et encore et c'est juste une très belle histoire rapide. Puis je prends ce point, par exemple, et ensuite j'appelle tout ce qui se trouve dans ma bibliothèque, j'appelle tout cela des bandes de cheville. Enregistrer et puis c'est sauvegardé et je peux toujours dire lors de l'installation de pièces intégrées que je jette un coup d'œil ici et pas dans mon projet actuel, mais dans les groupes de bibliothèque et là, nous avons juste nos bandes de cheville d'entrée dedans et là. Je peux maintenant distribuer ces bandes de cheville comme j'ai réussi à l'obtenir encore et aussi dans chaque projet, j'ai accès à exactement cette combinaison. Peut-être une brève note sur la bibliothèque. Vous pouvez regarder ici dans les données de base et vous avez les bibliothèques en haut des données de base. D'une part, il s'agit de la première entrée pour le modèle de plan en haut et en dessous de celle-ci la bibliothèque pour le modèle de projet, car bien sûr, ils doivent être séparés, et si nous regardons le chemin ici, alors vous pouvez, c'est notre chemin par défaut, vous pouvez bien sûr le définir vous-même et dans cet espace de travail de bibliothèque. C'est différent, il n'y a qu'un sous-dossier pour les composants Flex, pour les composants 3D et aussi pour ces groupes et en conséquence, il y est stocké et bien sûr, vous devriez peut-être le mettre de manière centralisée quelque part dans ce chemin, alors tout le monde a un accès direct aux mêmes composants et groupes de pièces intégrés. D'accord, oui, le séminaire mentionné portait bien sûr aussi sur l'approbation et nous avons examiné l'approbation cube, mais aussi l'entrée dans le plan et la question s'est posée, oui, que se passe-t-il si je veux seulement avoir une telle section transversale standard à travers une fondation en bande et la longueur? Le fer ou le nombre de fers et de tapis ne veut pas du tout entrer via le modèle 3D. Il y avait un peu une question de 2D, de 3D et si j'entre en probation dans le cubette bien sûr, alors cela correspond à notre modèle en termes de longueur totale et si je change de modèle, alors bien sûr la longueur et le nombre de fers et de tapis changent aussi. Mais c'était la question de savoir si je peux le faire si je l'entre simplement dans la section transversale et que c'est également possible dans l'entrée du plan de l'approbation, signifie que nous pouvons dire ici, je veux faire un tapis, créer un support de tapis et je peux aussi faire à 188A. Je dois sélectionner et je veux plier les tiges longitudinales et avec une distance de bord de 3,5 cm. Tout va bien et maintenant je voudrais ouvrir mon support ici juste assez loin pour que les bons bords sonores donnent la connexion et dans la profondeur de l'écran, je veux avoir 2,30 mètres. Et la longueur de mes crochets doit être de 15 cm spécifiée à la main.
Avec cela, j'aurai maintenant créé mon tapis en tant que vue principale en tant que support et maintenant c'est le cas que je sélectionne Polygon ou Smart. Cliquez ici dans le tiroir du tapis bien sûr et je peux mettre mon tapis ici et on me demande alors, comment devrait être mon nombre de tapis? Et je peux toujours dire ici, je voudrais calculer le nombre via la direction transversale et ensuite j'ai maintenant mesuré la longueur de ma fondation, ma base en bande dans mon modèle et qui était de 46,5 mètres, dans ce cas puis entrer en centimètres et la longueur de chevauchement des tapis ne doit pas être un joint. Parce que c'est le tapis et puis je n'obtiens qu'un nombre de tapis de 21 tapis. C'est donc aussi un moyen de le saisir assez rapidement en saisissant un support dans la section transversale, dans la section standard en principe sur l'ensemble de la fondation en bande et via l'extension du tapis via la saisie de la profondeur de pose dans l'écran. Oui, nous voulons simplement le faire pour la barre d'acier également. Je fais un quart de travail à côté et en position 1 pour mon bien. Il devrait s'agir de mètres courants, d'un diamètre de 12 dans ce cas et je veux juste avoir des morceaux de 14 mètres comme fer coupé, puis je le mets ici et il ne devrait y avoir que 2 morceaux là-bas, comptez une fois la longueur du fer pour nous. Et c'est le mot-clé ici j'entre aussi mes 46 mètres 50 encore et puis encore mon marquage, je vais juste prendre ces mètres en courant ici et si je le mets ici, alors l'empiètement est toujours interrogé, parce que je donne mes pièces de 14 mètres là-bas. Et puis je peux bien sûr taper la valeur ou me donner des valeurs ici, est-ce qu'ils savent tout ou simplement passer en revue la boîte de dialogue de longueur de chevauchement, puis inclure mon chevauchement là et si je fais simplement le retrait du fer et peut-être le mettre ici en dessous, alors nous avons notre course. Mètre de nos 14 mètres de fer. Puis aussi en entrant la longueur multipliée par notre nombre dans le porte-oculaire en fer. Oui, comme annoncé, nous venons maintenant au soutien des sympathiques collègues et dans ce cas tout d'abord Marco Kubli et nous l'appelons maintenant à Schaffhouse en Suisse. Oui, bonjour Marco. Bonjour, bonjour Oliver. Je suis sûr que vous avez des trucs et astuces prêts pour nous à nouveau dans le sens de la construction de ponts, n'est-ce pas? Oui, exactement, je vais commencer par un mur de soutènement, mais je vais aussi le montrer dans le Bridge Tunnel Designer, comment entrer quelque chose comme ça. Et puis je montrerai aussi un peu sur la construction de ponts et dans le domaine de l'IFC, l'import-export avec des coordonnées mondiales. Oui, alors je suis curieux, je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir et allez-y. Oui, très sympa, puis ça commence. Dans notre tout premier exemple, nous voulons modéliser un mur de soutènement un peu plus complexe, pour lequel le concepteur de tunnel de coude est très bien adapté ici. Nous avons présenté la situation initiale de manière quelque peu simplifiée, deux sections de fondation avec un petit joint entre elles, sur lesquelles un mur de soutènement avec des sections transversales de différentes épaisseurs est ensuite placé. Jetons Y un coup d'œil d'en haut et changeons directement l'angle du tout dernier niveau de la station, car il doit être relié à la structure adjacente, c'est pourquoi il se termine si brusquement par la suite. La base est un itinéraire 3D préalablement lu avec un élément en forme d'arc et qui, pour une fois, n'a pas d'élévation de pente, mais se déroule complètement horizontalement, car le pied du mur de soutènement et les fondations sont également à la même hauteur.
tout en bas jusqu'au virage tout en haut et nous voulons y jeter un coup d'œil maintenant. Pour ce faire, nous passons entre les deux niveaux de station via l'éditeur de section transversale et vous pouvez cliquer directement sur l'objet et atterrir à l'endroit approprié. Nous pouvons jeter directement l'objet saisi ici, car nous voulons le saisir à nouveau correctement. Je lis le profil et je peux également passer rapidement à l'autre niveau de la station avec la combinaison de touches Shift et petite taille et y placer à nouveau le même profil. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, je veux le pousser de bas en haut. Cela peut se faire rapidement via les poignées avec une découpe de la droite sur la gauche et peut ainsi tout rassembler à la hauteur appropriée. Puis bien sûr, les deux profils créent un objet, ce que l'on appelle un objet de fusion. Nous le verrons plus souvent aujourd'hui et bien sûr, un sous-type approprié s'applique d'abord et peut ensuite cliquer sur les deux profils, ce qui change automatiquement le niveau de la station, en arrière-plan et à partir des deux profils, vous créez un sujet fusionné, mais semble assez bien à première vue. Ce qui ne convient pas encore, c'est la section transversale, car cette largeur d'1 mètre devrait en fait se terminer ici au niveau du joint, donc nous la tirons une fois vers l'arrière en revenant aux deux niveaux de station correspondant jusqu'à l'endroit où elle devrait être tirée vers l'arrière et nous pouvons ensuite utiliser la fonction de basculement. Il vous suffit de cliquer sur l'objet. Il sait automatiquement qu'il doit être raccourci, il est donc affiché en rouge et lorsque nous confirmons, nous voyons également bien qu'il convient vraiment maintenant. Ensuite, nous passons rapidement à la deuxième section transversale, qui est un peu plus large. Mais je l'ajouterai également à nouveau en tant que profil préenregistré. Encore une fois, basculez rapidement d'avant en arrière avec un décalage plus petit et plus grand. Ensuite, nous avons le plan où s'adapte la coupe transversale. D'autre part, il faut l'ajuster à nouveau via les poignées en les tirant simplement vers le bas à l'aide d'une découpe. Bien sûr, l'ensemble redevient un objet de mélange. Et là aussi, vous l'avez peut-être remarqué, j'ignore parfois la fondation. Cela existe déjà, tant que le nouveau profil est inséré, mais qu'aucun objet n'est créé, ce n'est pas un problème du tout. Puis cela disparaît à nouveau. Ensuite, nous nous sommes bien connectés ici. Ce que nous devons corriger à nouveau, c'est la fugue. Il suffit de le reconstruire en passant entre les deux niveaux de la station et en créant à nouveau un espace à cet endroit à l'aide de la fonction de commutation d'objet. Ici, vous pouvez bien voir, le profil est tombé, l'objet. D'autre part, il est représenté en rouge car il y est raccourci. Si nous regardons à nouveau de face, alors nous avons en fait un écart entre les deux. Vous avez donc obtenu un résultat presque correct avec relativement peu de clics. Ce qui manque encore, ce sont quelques ajouts au début et à la fin, car il faut encore ajouter quelques renforts. Je commencerai par le début et j'ai déjà un niveau de station approprié à une distance de 20 cm du niveau initial et ici, je dois d'abord raccourcir le profil du mur de soutènement existant ou la section de la bande de protection en commutant et je peux réinsérer le tablier en tant que profilé. Ici, au début, nous avons notre taille minimale avec un décalage plus petit, plus grand. Passons à l'autre page, ajoutons-la à nouveau et ajustons-la ici maintenant. Maintenant, cependant, je peux faire un pas en avant, car je crée un objet de fusion directement à partir des deux profils qui ne s'emboîtent pas encore, et cela a l'avantage qu'ici, lorsque je modifie les poignées et que je fais glisser ce bord vers l'avant, parce que je veux avoir un bord vertical continu. Je peux également supprimer le point au milieu ici en le faisant glisser vers le bas. Exactement, que je n'ai à le faire qu'une seule fois, cette étape, car le fait qu'il s'agisse déjà d'un objet affecte automatiquement l'autre côté. Maintenant, cependant, je dois être prudent en même temps, car si je veux corriger ici, ce que je dois encore corriger, si je veux déplacer ces points en hauteur, alors cela aurait également un effet de l'autre côté. Je vais le mettre un peu trop haut pour que vous puissiez mieux le voir. Ensuite, nous l'avons également changé au début, donc je vais l'annuler à nouveau. Cela signifie que je ne veux changer qu'un côté ici et pour cela je dois changer le mode de sélection de moyen à fin, puis je peux refaire la même chose,
car cela ne change que la section transversale de ce niveau de station actuellement affiché et de l'autre côté, tout reste tel quel est. De l'autre côté à la fin, j'ai simplement ajouté un objet auxiliaire de forme carrée et lui ai donné une inclinaison correspondante, car nous voulons que le renfort à l'extrémité s'étende en diagonale vers le haut. Bien sûr, nous avons à nouveau besoin de deux niveaux de service. Nous avons déjà celui-ci dessous, il est inconnu en haut pour le moment et si vous vous en souvenez l'année dernière, alors cela vous semblera familier, car nous pouvons maintenant simplement laisser de côté l'objet de mur de soutènement actuel avec cet objet auxiliaire, passez également par la touche A et ensuite assurez-vous de l'allumer pour que celui approché soit conservé, sinon. S'il devait être supprimé immédiatement et que vous pouvez mieux le voir si vous le cachez, alors nous avons effectivement obtenu un renfoncement ici, c'est-à-dire également des arêtes coupées, que nous pouvons maintenant mesurer via cette fonction de coupe dans le Spin Tunnel Designer ou plutôt déterminer la station. Si cela est trop imprécis pour vous, vous pouvez également simplement désactiver la vue fixe en bas de la barre d'état. Vous pouvez peut-être aussi vous souvenir de la touche E et ensuite, si vous évaluez le point, vous pouvez voir la station 39.896 en bas et je ne suis pas si pointilleux et l'arrondir au centimètre entier, ce qui nous donne 39.9. Je dois le saisir, le taper rapidement, tant que vous vous en souvenez encore. 39,9 c'est la station rage au-dessus. Nous avons donc déjà tout ce dont nous avons besoin. Ainsi, l'objet auxiliaire peut disparaître à nouveau. Je vais dans les deux niveaux de la station, je peux maintenant créer ou dessiner l'objet ou le profil, ou plutôt, ce qui me manque encore, comme avec le polygone créer un profil avec le matériau correspondant. Et d'autre part, ce renfort doit ensuite s'étendre jusqu'au sommet. Nous l'avons sauvé une fois. Maintenant, j'ai à nouveau deux profils avec le même nombre d'arêtes et de poignées et je peux créer un objet de fusion à partir d'eux. Oui, et voici à quoi ressemble le résultat final. Nous devons ajouter une petite chose à la base, car il est vrai que les bords de fuite sont parallèles aux bords d'attaque. Cela signifie que nous avons des largeurs de fondation toujours élevées et que la condition était que la fondation s'élargisse de plus en plus vers la fin. Cela signifie qu'il doit suivre un autre arc avec un rayon différent et pour cela, nous lisons simplement un itinéraire 3D qui décrit cet arc, puis voyons à quoi devrait ressembler le résultat. Donc, au début, nous restons à notre force précédente et puis vers la fin, nous courons de plus en plus fort. Et le tout peut également être réalisé via une courbe supplémentaire dans l'éditeur de section. Cela signifie que si vous créez une courbe horizontale supplémentaire ici, vous avez la possibilité de sélectionner le mode que vous souhaitez utiliser pour déplacer les arêtes. Nous voulons déplacer les arêtes de sorte que toutes les arêtes conservent les pentes existantes. Cela se traduit également par une conséquence géométrique ici, à savoir que ce bord, le bord de fuite, qui est décalé lorsqu'il est déplacé vers l'arrière, c'est-à-dire vers la droite, devient aussi automatiquement plus court, car les bords adjacents, bords supérieurs et inférieurs, ne sont pas parallèles, ce qui est représenté par cette ligne cousue. Nous voulons donc le déplacer, et il devrait ensuite être déplacé vers cette route nouvellement lue. Si nous disons d'accord, nous pouvons voir qu'il s'adapte bien et il en va de même pour la deuxième fondation plus forte. D'ailleurs, peu importe où se trouve cette courbe horizontale supplémentaire, dans mon cas, elle est simplement posée à plat sur le sol à une autre hauteur. Seul le décalage horizontal est pris en compte ici, c'est-à-dire uniquement le décalage en vue de dessus, et toutes les autres inclinaisons transversales et longitudinales existantes sont conservées. Ensuite, il y a un petit ajout dans la zone du joint sous la forme d'une rainure comme connexion entre les deux murs et pour cela, je charge d'abord un système de coordonnées locales stocké pour travailler dans la vue appropriée.
Ensuite, j'entre cet objet en tant que profil le long de l'entrée, également le profil a déjà été créé, et je peux le placer ici à un point de référence approprié, éventuellement avec correction via la barre d'espace, puis je le fais glisser une fois de bas en haut. Un peu trop loin, juste pour être du bon côté, car maintenant je veux résoudre cela à l'étape suivante et je peux maintenant déclarer cette enveloppe d'air tout autour comme un objet déclencheur en double-cliquant. En conséquence, il retire ici la paroi de support initiale et je voudrais définir le corps de la rainure lui-même comme un objet de déplacement, afin qu'il reste toujours aussi confortable, mais qu'il reste également en dehors de ce mur. Ensuite, il suffit de l'ajuster à la bonne longueur. Vous pouvez travailler avec cette extrusion de surface et soit la tirer à une longueur appropriée en bas, soit ce qui est également agréable, c'est de nicher cette surface contre la surface incurvée des deux murs de soutènement via cette imbrication et c'est le moyen le plus rapide et le plus simple de le faire en 3 clics. Oui, bien sûr, une vue et des dimensions sont rapidement stockées dans le plan. Ils le reconnaissent, ils le font tous les jours. Mais ce qui est parfois encore nécessaire, c'est une sorte de coupe de direction, ou plutôt de déroulement, le long de l'axe dans lequel notre mur de soutènement a été créé ici. À cette fin, il existe également depuis longtemps cette section courbe, avec laquelle vous pouvez dessiner dynamiquement ce corps de section en cliquant sur le pont ou le mur de soutènement ici, puis couper également à travers l'axe principal, c'est-à-dire à travers l'axe bleu dans lequel les objets ont été créés. Ensuite, vous pouvez choisir de changer votre regard dans la direction pour regarder de l'avant plutôt que de l'arrière et aussi d'agrandir un peu le corps de coupe pour que tout soit complètement à l'intérieur de la boîte de coupe. Et quand j'ai terminé, je valide avec un clic droit. Bien sûr, cela signifie que cette vue 3D peut être complétée comme d'habitude par des mesures ou, si vous le souhaitez, par des fourrures de mouton. Ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est l'évaluation des points d'altitude. Et pour cela, il est en fait plus facile de travailler ici avec des points individuels, que vous insérez ici en tant qu'objet ponctuel. Pour ce faire, je commence simplement par le haut du capuchon au début, ici à l'intérieur, c'est-à-dire du côté de la Terre, et je place les points les uns après les autres aux endroits où je veux les évaluer plus tard. Et il en est de même côté R, bien sûr, de bas en haut. Et s'il est important pour moi que cela soit correctement étiqueté dans l'évaluation, je peux aussi rapidement changer ou adapter le nom ou la description ici par une double astuce. Par exemple, je l'appelle simplement OK Capert pour le côté terre B égale à 1,00 et bien sûr, je peux le copier et le coller dans les autres points aussi souvent que je le souhaite. Dans le plan, vous obtenez ensuite l'évaluation sous la forme d'une liste des objets. Listez les points à l'extrême droite et pouvez ensuite les placer ici si vous le souhaitez ou éventuellement les exporter dans Excel et ensuite à bien ici l'évaluation des points de 1 à 10 avec les descriptions correspondantes et la hauteur et aussi ici la mise en page de la liste ou le nombre. Des colonnes peuvent être personnalisées à volonté à l'aide d'un modèle. Ces fonctionnalités ont maintenant toutes été montrées à l'aide du mur de soutènement, mais peuvent bien sûr également être appliquées individuellement à un pont. Dans l'exemple suivant, un client a planifié la construction d'un pont plutôt sophistiqué et a eu besoin de notre aide, car il s'agissait d'une connexion de mur d'aile, qui, pour diverses raisons, a toutefois dû être modélisée à l'aide de fichiers via des méthodes conventionnelles et mise en œuvre sans le concepteur de tunnel de pont. Il s'agissait de ce point situé à l'arrière et le capuchon de la superstructure existante devait être adapté à cette paroi d'aile diagonale. Dans la vue de dessus, vous pouvez maintenant voir un peu mieux les contours du capuchon souhaité, à savoir qu'ici, à l'extérieur, le bord doit s'éloigner en diagonale mais en ligne et à l'intérieur,
vous vouliez le bord blindé arqué, qui à son tour est composé de différents arcs circulaires. Afin de pouvoir mieux construire l'ensemble, j'ai simplement tout copié une fois sur le sol, c'est-à-dire quasi à plat sur le plan 2D, et si vous voulez travailler dans ce plan XY, il est toujours recommandé d'activer planaire en bas, afin que vous soyez vraiment sûr à 100% que vous ne l'êtes pas. Se retrouve accidentellement dans la troisième dimension. Ensuite, j'ai simplement créé les segments d'arc comme des tangentes dès le début, en commençant ici par le profil initial et jusqu'à la section de l'arc circulaire suivant. C'est vraiment très important de travailler exactement avec quelque chose comme ça, car les segments de chemin doivent être exactement tangents les uns aux autres pour que le mélange puisse être créé par la suite. Le chemin lui-même peut bien sûr être créé en quelques clics et peut être recopié directement après. Bien sûr, vous devez à nouveau désactiver planar en bas, afin que les Z-badgers soient à nouveau libres. Si les profils ne sont pas déjà aussi bien dans le modèle que je l'ai ici, vous pouvez bien sûr les réinsérer à l'endroit approprié, si vous les avez créés et enregistrés au préalable, ici au début du chemin. Le profilé est ensuite plié directement afin de pouvoir être utilisé par la suite. Et j'aimerais créer un éblouissement maintenant, disons, à partir du profil et du chemin. Comme je l'ai dit, il est maintenant important que le chemin se connecte orthogonalement au profil, que nous avons construit de cette manière, puis nous avons un objet de fusion fini comme résultat intermédiaire, qui n'est pas encore à la hauteur appropriée et n'a pas encore la terminaison correcte. Comment? Encore une fois lorsque vous le regardez d'en haut. À savoir, il est maintenant vrai que la fin ici est en fait censée être tout à fait différente, en fait oblique. Par défaut, cependant, il est toujours le cas et cela ne peut pas être modifié que le profil doit être orthogonal au chemin à la fin comme au début. Il s'agit d'une suspension de base et cela n'est possible différemment qu'avec le concepteur de tunnels de pont via les niveaux de station, qui peuvent être créés sous n'importe quel angle, mais il n'y a malheureusement pas d'autre moyen ici. Mais nous corrigerons cela à la fin et ne regarderons que les autres choses concernant la hauteur. En principe, nous pouvons prendre le profil ici comme une donnée en termes de hauteur, c'est-à-dire que nous sélectionnons notre objet et poussons simplement toutes les poignées qui sont marquées sur la découpe et qu'il s'adapte pour le moment. Cependant, nous devons maintenant étendre ces bords inclinés latéraux afin d'avoir une finition appropriée. Pour ce faire, nous reprenons également les poignées et les faisons glisser vers l'avant avec la touche B lorsque nous trouvons le point de référence, ici le centre, puis nous pouvons cliquer avec le bouton droit de la souris ici pour trouver l'intersection avec la surface et bien sûr tout refaire pour le bord inférieur. Cela signifie que nous savons où ce profil doit se rapprocher. Il est désormais possible de résoudre ce problème directement. Il tient ensuite à nouveau le chemin ainsi que le profil final et peut maintenant le tirer un peu vers l'arrière au centre afin qu'il coupe à nouveau ses bords ici. D'en haut, vous pourrez peut-être voir pourquoi encore mieux. Si ce bord incliné est prolongé, ce profil d'extrémité sera plus court. Une fois que vous l'avez raccourci, vous devez à nouveau l'ajuster en hauteur. Donc, avec cela devrait vraiment s'adapter et nous pouvons maintenant vraiment créer notre véritable mélange, encore une fois via la même fonction, puis nous sélectionnons le profil initial ici, le profil final, puis le premier chemin, qui, comme je l'ai dit, doit toujours commencer orthogonalement au profil initial, puis vous pouvez l'ajouter à nouveau ici. D'ajouter ces deux chemins latéraux pour les bords extérieurs, à condition que le profil en M soit également adapté à ces chemins et qu'il ait l'air assez bien jusqu'à présent. Comme je l'ai dit, la seule chose qui manque maintenant est l'autre conclusion souhaitée et c'est fondamentalement une petite chose si vous savez comment, parce que vous pouvez maintenant simplement modifier l'objet, entrer dans cet objet, pour ainsi dire.
Vous pouvez également voir que seul cet objet est marqué en rose ici. Je vais le faire de telle manière que j'installe un objet Cara ici en tant qu'objet déclencheur, j'installe un rack parallèle à un point de référence central et je commence ici quelque part au centre, je vais assez loin dans la direction Z, puis la même chose dans la direction latérale et je peux maintenant, c'est presque ma surface de référence, je peux maintenant tirer-le simplement vers l'arrière, car alors le fondu orthogonal sera coupé. Vous pouvez le voir encore mieux ici dans la vue de dessus et si vous dites d'accord, vous le revoyez certainement. Ensuite, ce profil auxiliaire peut enfin être retiré ici et vous pouvez voir comme résultat final qu'il est enfin comme vous le vouliez. Cela a peut-être nécessité une ou deux étapes intermédiaires, mais c'est comme ça dans la construction de ponts, où tout est souvent tordu et tordu, il faut donc se contenter des bons vieux outils de construction de temps en temps. Cela nous amène à notre prochain exemple. Il s'agit d'un petit ponceau de ruisseau ou d'un pont talbac, comme on l'appelle aussi, qui a été créé par la conception du tunnel du pont. Cette fois-ci, cependant, nous voulons nous concentrer moins sur la modélisation et plus sur la soumission dans le plan et la question de l'import-export. Pour ce faire, j'ai mis une vue de dessus comme une vue traditionnelle avec WKS et cela ne fonctionne vraiment que frontalement dans cette vue de dessus. Cliquez ici dans un nouveau segment vide et oups, j'ai cliqué trop vite et j'ai mal placé la vue incorrectement et bien sûr cela fonctionne aussi après pour la déplacer, à savoir sur une découpe, puis placez-le simplement n'importe où dans le segment ici via n'importe quel point de référence. Pour que l'ensemble n'ait pas l'air si vide maintenant, je vais copier quelques dimensions totales du plan des tâches finies ici via une découpe. L'encolure avec quelques dimensions supplémentaires, cela devrait suffire. Bien sûr, j'aimerais les copier dans un autre segment, que j'identifie en cliquant et j'aimerais garder l'échelle et cela rend les choses beaucoup plus agréables ici. En supprimant la vue de WKS, nous avons, comme son nom l'indique, également adopté le système de coordonnées mondiales du modèle dans notre segment. Cela signifie que nous n'avons plus besoin de créer un nouveau WKS dans le segment lui-même. Cela s'est déjà produit automatiquement et nous voulons maintenant utiliser ce système de coordonnées mondiales pour l'importation d'un DWG. J'aimerais donc lire le DWG d'un géomètre, qui peut inclure les limites de propriété, les courbes de niveau ou les bâtiments, etc. Pour ce faire, je choisis un fichier que j'ai créé pour moi-même. J'y reviendrai plus tard. Le facteur de conversion est important qu'il soit réglé sur 100 car il contient les coordonnées mondiales et je ne veux pas importer dans un nouveau segment, mais dans le segment actuel. Je veux également utiliser le WKS pour le segment du point 0, puis c'est le segment 4 et le WKS existant doit également être conservé. Ensuite, nous n'avons pas de dimension et de fourrure de mouton, nous pouvons sauter cela, mais enfin et surtout, j'aimerais que toutes les couches du DWG arrivent à un niveau Starcon commun. Pour moi, il s'agit du niveau 14, que j'ai déjà créé pour tous les éléments du DWG. Ensuite, nous mettrons automatiquement toutes les couleurs AutoCAD sur un stylo étoile ici. Cela provient également du fichier de mappage et sinon il n'y a plus de requête. Lors de l'import, nous voyons maintenant que celui-ci est automatiquement placé au bon endroit par magie, pour ainsi dire, en fonction du WKS. Afin de pouvoir l'imprimer correctement plus tard, il faudrait bien sûr couper un peu ici, en fonction de la situation, qui dépasse maintenant sur les segments, mais cela ne devrait pas nous déranger pour l'instant. Je reviens maintenant brièvement sur le sujet de la gestion des couches. Ici, par exemple, vous pouvez voir le niveau 14, qui contient désormais tous les éléments du DWG. Cela signifie que si je les efface, alors tout le monde est parti ensemble. Cela peut également être commuté un peu plus rapidement que d'appeler cette gestion des couches à chaque fois via le menu contextuel. Je peux l'enregistrer ici en tant que groupe, puis dire que j'ai un nouveau groupe, par exemple sans DVG, je l'appellerai et je verrai aussi que j'ai différents groupes ici, par exemple un qui contient tout et ce qui est bien, c'est que maintenant que je l'ai sauvegardé.
Je peux ensuite basculer rapidement d'avant en arrière ici via la touche G pour le groupe. Cela signifie que je peux passer à tout ici, si je veux tout voir à nouveau ou si je ne veux plus voir les éléments WG temporairement, alors je peux sélectionner ce 5e groupe ici et aimer. Basculer rapidement d'un côté à l'autre. Bien sûr, il y a aussi la boîte plate, qui pourrait également être destinée à quelque chose comme ça, ce qui est peut-être plus approprié si vous changez ici très dynamiquement très souvent, mais si vous voulez juste avoir un groupe supplémentaire comme dans notre cas, alors je pense qu'avec la touche G très agréable et surtout plus facile. Si cette sélection peut vous sembler familière, nous l'avons essentiellement adoptée dans le cube pour la boîte de visualisation. Ces ensembles, comme on les appelle, sont appelés en appuyant sur la touche Y. Ensuite, nous aborderons brièvement le thème des fichiers de devoir. Ceux-ci sont disponibles à l'importation et à l'exportation. Jetons un coup d'œil rapide aux deux. Dans les paramètres d'importation et d'exportation, nous avons le fichier de mappage pour l'importation des WGDXF et ici, comme je l'ai dit, mon fichier de mappage déjà mentionné se trouve TUT 2024. Je peux maintenant ajuster, avec les lignes tout est normalement déjà attribué de manière très raisonnable, je n'ai rien changé, mais avec les stylos, j'ai maintenant réglé toutes les couleurs AutoCAD sur un stylo gris commun, car je pourrais peut-être mieux les distinguer de cette façon. Il en va de même pour les données écrites. J'ai dit, je veux tout avoir sur Arial dans Stracon et avec les niveaux qui fonctionneraient à nouveau. Cependant, j'avais dit à propos de la boîte de dialogue principale dans les paramètres, je veux la mettre à un niveau de toute façon, donc elle n'est pas prise en compte ici. Dans le cas de l'exportation des DWG, un client s'est plaint auprès de nous qu'il avait reçu certaines exigences du client quant à l'apparence d'un DWG, qu'il devait ensuite lui livrer à nouveau et qu'il devait ensuite effectuer lui-même de nombreux post-traitements dans AutoCAD, par exemple le sujet des textes et des données de police et largeur. C'est quelque chose qui peut également être contrôlé via ce fichier d'affectation pour l'exportation des BGDXF. Je vais juste en créer un nouveau que j'appelle aussi 2024 et maintenant je veux juste m'occuper des polices, car il était nécessaire que les textes dans le tampon du plan, ils doivent être un peu plus serrés, ils ont la police Achial Narrow par défaut pour le moment. Mais vous pouvez également choisir une police différente d'une part et il a ensuite été souhaité ici que vous utilisiez la police ISO CP2. Ensuite, vous pouvez également changer le nom du style en TXT standard et, comme je l'ai dit, il devrait être plus étroit que le facteur de bouton 1, c'est-à-dire 0,8, afin qu'il s'intègre vraiment dans le tampon du plan. Bien sûr, vous pouvez le faire pour d'autres données de police, par exemple Arial, que nous utilisons ou d'autres, mais vous devez nous les remettre pour l'instant. Pour l'exportation des WG, nous pouvons bien sûr choisir des WG comme format cible, une version cible aussi nouvelle que possible, puis nous voulons également exporter le plan de travail avec tous les segments et en fait aussi les coordonnées WKS, mais cela n'est pas disponible si vous exportez également tous les segments. Pour ce faire, vous devez activer l'option route NRW en bas, puis vous obtenez les coordonnées WKS gratuitement ici aussi, et il est toujours judicieux de les exporter dans la zone papier, car le plan est alors à nouveau compilé dans la mise en page. Ensuite, bien sûr, nous devons sélectionner notre fichier de cartographie que nous venons de créer, puis cliquer sur OK pour sélectionner le segment qui contient les coordonnées du monde et cela se fait rapidement. Maintenant, bien sûr, il est toujours judicieux de regarder le résultat final et il y a plus de possibilités. Soit vous avez également installé AutoCAD, si ce n'est pas le cas, il y a certainement aussi ce que l'on appelle Autodesk DWG TrueView, c'est-à-dire essentiellement une visionneuse d'Autodesk, qui est entièrement gratuite, mais uniquement disponible en anglais et qui peut également ouvrir des fichiers et mesurer mais ne pas sélectionner les éléments. Et regardez certaines propriétés, c'est pourquoi je l'ouvre une fois dans AutoCAD lui-même et ensuite vous pouvez voir ici notre segment avec celui dessus,
qui a également été exporté vers les coordonnées mondiales et le reste des sections et des plans d'étage ensuite distribués, bien sûr aussi parce que les échelles sont complètement différentes et voici aussi notre. Planifier des tampons et vous pouvez voir au premier coup d'œil qu'il ne s'agit pas d'une vraie police. C'est certainement quelque chose de différent et vous pouvez le voir ici dans les propriétés que le facteur de distance est de 0,8. Automatiquement avec tout le monde aussi. Si vous regardez maintenant l'ensemble à nouveau dans le stylo. Si vous regardez son menu, nous avons notre style TXT standard, que nous avons créé dans Starcon via le fichier avec la police ISO, CP2 et le facteur de largeur sélectionné. Oui, vous pouvez l'utiliser pour définir vos propres paramètres en fonction de vos besoins et vous êtes alors relativement flexible en ce qui concerne les exportations d'importation DBG. Cela nous amène à mon dernier exemple pour aujourd'hui. Pour une fois, il s'agit une fois de plus du thème des coordonnées mondiales. Cette fois, cependant, loin du point de vue de l'ingénierie structurelle. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'un projet qui contient également un modèle de terrain, qui a été lu à l'origine et sur la base duquel la fosse d'excavation a ensuite été modélisée. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit maintenant, car en important pour la première fois le modèle de terrain, ce point zéro global ou origine du projet a bien sûr également été ajusté. Ce que vous pouvez voir ici en modifiant à nouveau le niveau supérieur du projet, puis nous obtenons ces valeurs de coordonnées affichées dans les coordonnées mondiales. Cependant, ce point 0 est peut-être un peu défavorable dans ce cas, car ici, au coin du bâtiment, il est très proche du bâtiment lui-même et il peut arriver au cours de la planification que le client n'exprime que l'endroit où il aimerait avoir le point 0 ou que. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué dès le début et dans ce cas, il devrait être ici à gauche devant le bâtiment, également avec l'arrière-plan que vous voudrez peut-être jalonner les coordonnées locales à partir du point plus tard, qui se réfère à ce point, ce qui signifie que tout le bâtiment est pratiquement au même endroit. Cadran positif. Cela signifie que vous devez obtenir le point 0,0 sur ce point par la suite. Cela se passe en fait ici depuis longtemps, mais beaucoup de gens ne savent pas comment utiliser le menu contextuel pour aller au niveau du projet via la fonction définir un système de coordonnées individuelles. Et certains d'entre eux ont peut-être vu le bouton en haut du groupe de système de coordonnées, mais se sont toujours demandé pourquoi il est toujours désherbé. Et maintenant, vous pouvez voir que si vous définissez cela, il deviendra également actif par la suite et vous pouvez basculer entre le global ou un autre local ou l'individu. Pour le moment, ce sont toujours toutes des coordonnées mondiales, que vous pouvez également voir ici dans cet objet ponctuel que j'ai inclus ici et cet objet en forme de cône ne représente que le point 0 souhaité ici dans le modèle. Donc, ici, j'ai intégré un nouvel objet ponctuel et il a également ses coordonnées souhaitées, où, comme je l'ai dit, notre point 0 local devrait être. Et pour pouvoir vraiment exporter cela avec des coordonnées locales, nous devons aller dans la boîte de visualisation via Shift et V et pouvoir activer les coordonnées locales ici dans le chapitre de l'affichage. Par conséquent, la première chose qui change est l'apparence de cet objet ponctuel. Object, c'est-à-dire que si je double-clique à nouveau, il n'y a plus les coordonnées mondiales, mais 0000, parce qu'il s'agit d'un point à l'origine du système de coordonnées individuelles nouvellement créé, tous les autres points se réfèrent maintenant par rapport à ce point 0 local, ce qui signifie que maintenant nous pouvons simplement utiliser un DFC que nous enregistrons ici, modèle de cadre par fichier, enregistré sous. Dans l'explorateur, ouvrez-le à l'aide de la visionneuse IFC liée de votre choix. Nous utilisons souvent cette vision BIM ici, qui est bien sûr gratuite et que vous pouvez également trouver en lien sur notre page d'accueil si vous l'aimez. Mais il y en a aussi d'innombrables autres. Ici, vous avez également la possibilité d'afficher une coordonnée via la cotation. Ici, vous pouvez voir immédiatement que le point 0 est également affiché et si je le mesure ici, il est correctement 0.0.0 et toutes les autres coordonnées ne sont alors plus des coordonnées mondiales, mais des distances relatives à ce point 0.
Par le passé, il s'agissait en fait d'une demande spécifique du client que nous avons mise en œuvre il y a quelques années. Maintenant, ils savent à quoi cela sert et peuvent également l'utiliser. Enfin, dans ce modèle, nous examinons une question d'un client sur les vues de cube lors de l'utilisation de coordonnées mondiales. Pour ce faire, il suffit de charger une scène dans une section appropriée à travers le bâtiment et d'avoir créé une vue cubique ici, et si je l'édite et que je veux entrer des quotas d'altitude, alors vous pouvez voir très rapidement que les quotas d'altitude ont également été affichés dans les coordonnées mondiales et c'est ce que vous voulez. Peut-être pas toujours, car normalement dans la construction de bâtiments, il est le cas que l'étage Boca au rez-de-chaussée est généralement le quota 0,0 et il se réfère alors relativement à cette hauteur. Cela signifie que vous ne voulez pas nécessairement avoir cela avec les coordonnées mondiales. Nous avons déjà vu précédemment que ces coordonnées mondiales passent naturellement par le niveau du projet, qui a été ajusté à 550 mètres d'altitude. Cela signifie que si nous voulions changer cela, nous avons dit au client qu'il devait simplement régler la hauteur ici à -18,9 au lieu de 550. Il veut que le G est 0, donc -18,9. J'ai également créé une étiquette de points, où celle-ci est également marquée à nouveau. Le rez-de-chaussée serait alors ici, bord supérieur, étage. Si nous mettons à jour le modèle ici, vous pouvez voir que la hauteur a été ajustée, ainsi que les rapports de hauteur de la vue cubique, et maintenant le client a bien sûr dit à juste titre, oui arrêtez, et si je devais exporter à nouveau le modèle. Je dois penser à ajuster à nouveau les altitudes à 550, car sinon l'IFC aura les mauvais indicateurs d'altitude, si vous voulez exporter à nouveau avec les coordonnées mondiales. C'est pourquoi nous avons dit, alors vous pouvez simplement utiliser la même astuce qu'avant. Nous avions ces coordonnées ici au niveau du projet, vous pouvez vous en souvenir ou les noter, et ici nous en avions 550 et maintenant nous le résolvons en utilisant un système de coordonnées individuelles en déplaçant le point 0 du modèle vers le négatif de ces valeurs de coordonnées, pour ainsi dire. Cela signifie que nous avons alors simplement les valeurs qui étaient dans le dialogue sous une forme négative. Donc aussi -550 mètres d'altitude à nouveau. Si nous confirmons cela, il s'affichera un peu déformé, car il deviendra également actif. Mais ce n'est pas un problème. Nous revenons rapidement à Global et devrions alors voir que les quotas de hauteur n'ont pas changé. Bien sûr, il n'y a pas de différence dans l'étiquetage des points au début, car les coordonnées locales ne sont pas encore activées, mais même si vous les activez maintenant, XY ne devrait pas changer, mais la hauteur Z devrait changer. Cela signifie que nous aurions maintenant toutes les hauteurs sur les coordonnées du monde ou en mètres d'altitude sur plusieurs miroirs. Ce paramètre résoudra également ce problème, de sorte que vous pourrez à nouveau exporter un IFC correct et que tout devrait bien se passer pour le moment. Eh bien, c'est vraiment la fin pour aujourd'hui. J'espère que tout le monde a pu emporter quelque chose avec lui. Je redonne la parole à Oliver Meyer à Cologne et je lui dis au revoir depuis la Suisse. Très sympa, merci Marco, et un Joris de gueule de retour à Chafouz. Nous allons faire une petite pause maintenant, 10 minutes, puis nous vous reverrons avec vos conseils et astuces. À bientôt!